Bienvenue dans Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Pour ce nouveau numéro, nous sommes dans la structure de RD Limited à l'occasion de la 24e participation de Romain Dumas aux 24 heures du Mans. Déjà. Et donc, on s'était dit que ça valait quand même le coup de faire un petit coup de projecteur sur ces 23 participations et la 24e qui sera sous le nom de son team RD Limited. Salut Romain. Salut. Le temps a passé. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. 25 pas ans. Pas vraiment, il ne pas passé, mais... 25 ans de première participation aux 24 heures du Mans. Et c'est ce qu'on... moi j'expliquais dans un article, la première personne qui m'a tapé sur l'épaule aux 24 heures du Mans, c'est toi. Je cherchais mes équipiers. Exactement. Et j'espère que tu les as trouvés depuis d'ailleurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec les 2 victoires, est-ce que tu peux juste nous raconter brièvement comment est-ce que tu es arrivé aux 24 heures du Mans? Parce que je crois que c'est assez quand même cocasse. 2001. Oui, c'était fou. Je me rappelle très très bien. Déjà, étant donné que j'avais gagné le vol à Elf ici, que j'étais à la filière ici, etc., je venais au Mans tous les ans de 96 jusqu'en 2000. Quoi. J'étais au-dessus de la tribune des stands, là. Je regardais Pescarolo. Oui, je restais la nuit, là. Et voilà, donc le Mans, ça a toujours été quelque chose de spécial, bien évidemment pour moi, même quand j'avais ma carrière à la filière, à monoplace, etc. Et donc en 2001, j'ai commencé à gagner au début, entre guillemets, mes premiers ronds, si on peut appeler ça comme ça, mes premiers salaires au Japon, un GT500, en roulant grâce à Eric Comas là-bas, qui a été la seule personne dans ma carrière que j'ai eue qui m'a aidé. Il m'a amené là-bas et j'ai roulé au Japon un GT500 sur une Toyota qui avait des pneus Yokohama. Et en fait, l'histoire du Mans 2001, qu'est-ce que j'ai fait? Quand la liste sortait à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas le WEC, il n'y avait pas des grilles extra pleines. Ouais. Tu prenais la liste et puis tu t'apercevais que 15 jours avant, il y avait les pré-qualifs. Des fois, il manquait des gens sur des voitures. Tu n'étais pas obligé de faire les pré-qualifs, faire la course et vice-versa. Eh ben, j'ai pris la liste et j'ai appelé à peu près toutes les équipes qui étaient en Porsche à l'époque, en NGT ça s'appelait. Et la plupart des mecs m'ont dit mais non, mais t'es trop jeune pour faire le Mans, t'es trop jeune pour faire le Mans, t'es trop jeune. J'ai eu que des refus. T'as pas l'expérience. Voilà, et à l'époque, pourtant, comme quoi le Mans a bien changé, j'avais déjà 24 ans. Aujourd'hui, quand t'as 24 ans au Mans, ben, t'es presque vieux, quoi. Donc voilà, donc j'ai appelé toutes ces équipes, j'ai eu que des refus. Et puis en fait, j'étais au Japon avec cette fameuse Toyota à pneus Yokohama. Et il s'avère qu'il y avait une équipe aux 24 heures du Mans qui s'appelait Freysinger, qui roulait sur des pneus Yokohama. Et ce qui n'était à l'époque pas des pneus que tout le monde rêvait d'avoir. Les pneus étaient libres, pas comme maintenant aussi, donc toutes les marques étaient là. Me voilà parlé grâce à Eric Comas à Freysinger, et puis le deal, en fait, on n'a même pas fait les pré-qualifs qui étaient 15 jours avant, donc c'était grosso modo 10 jours avant la course, et je me retrouve embarqué à pouvoir faire pour la première fois les 24 heures du Mans, donc c'est super. J'arrive, comme il se fait maintenant, le week-end d'avant, pour la pesée place des Jacobins. J'arrive la veille, je vais directement dans le stand, grosso modo le même stand que je dois avoir à peu près aujourd'hui, je me rappelle, il était dans l'axe. J'arrive et j'ouvre, je tape au camion. À l'époque, les semi-remorques étaient derrière les stands, c'est pas comme maintenant. Quelqu'un m'ouvre, je rentre dans ce semi où il y avait un canapé, une machine à bière et Dire Straits comme musique à fond à tue-tête. Et je rentre là, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Et je dis voilà, bonjour, Romain Dumas, je viens pour conduire. Et là, le mec m'accueille, il était toujours dans son canapé, il baisse un peu la musique. C'était Manfred Freysinger, à côté de lui, il y avait Kaneko. Et Manfred regarde Kaneko et lui dit mais c'est qui Dumas? Et donc, je dis, c'est moi. Et donc, Kaneko, il dit, non, nous, on attend Sébastien Dumez. Et donc là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas trop l'histoire. En fait, ce qui s'est passé clairement, c'est que Sébastien Dumez, un mec très sympa, courait déjà à l'époque en NGT, chez l'Arbre notamment. Et donc, quand Yokohama a appelé Freysinger en disant, écoute, on va t'envoyer Dumez, lui, forcément, il avait un mec qui était valable, performant et qui connaissait la Porsche. Freysinger étant un mec quand même assez jovial et qui avait tendance à beaucoup abuser de tout, je pense que le soir-là, c'est peut-être un soir, il a mal entendu Dumas et il a surtout entendu Dumez. Et donc quand je suis arrivé, en fait, ils attendaient Dumez et pas du tout Dumas. Et donc les heures après ont été vraiment floues, puisque je ne savais pas si j'allais conduire. Par chance, Dumez était d'ores et déjà sur une Porsche qui était celle de l'Arbre. Et du coup, j'étais là, ils m'ont mis dans la voiture et ça s'est bien passé. Voilà. Et tu as fait podium. Et on a fait podium, une année incroyable. Je crois qu'on a fait 7e au général à l'époque. Il avait beaucoup plu. La pire édition que j'ai vue au Mans, il a fait que pleuvoir, énorme.
Et on était au milieu des protos. Bon, il n'y avait pas le niveau qu'il y avait maintenant, bien évidemment, en proto, mais on était au niveau des protos. Et la course s'était très bien passée. Et le soir de la course, j'ai eu mon premier contrat, du coup, avec Porsche, pour la course d'après qui se déroulait, si je ne dis pas de bêtises, à Vallelunga, à l'époque en ELMS, qui existait déjà. Ouais. Et après, bon, la carrière avec Porsche, on la connaît, hein, on va pas tout faire avec le nombre de victoires et tout. Bon, tu fais, je crois, deux fois le Mans avec Freysinger avant de le faire en proto, avec une histoire avec Nasamax, qui est quand même un proto qu'on a un peu peut-être oublié, mais qui a quand même aussi une histoire assez particulière, Nasamax. Oui, c'était. Alors en fait, j'ai fait effectivement avec Freysinger 2 fois, et puis Nasamax, leur ingénieur qui avait à l'époque, qui s'appelait Brian Ireland, était celui que j'avais en Formule 3000. Un mec très sympa. Et puis il me parle de ça, un proto au Mans, etc. C'était avec une Reynard à l'époque, 2KQ, c'était la référence de la Reynard, qui était un très mauvais châssis, la dernière Reynard qu'ils ont faite d'ailleurs. Et là, ils mettent un moteur Cosworth dedans, d'IndyCar, qui roulait au bioéthanol. Donc aujourd'hui, quand on entend parler de green, de bioéthanol, d'éthanol, etc., on a l'impression que c'est tout nouveau, qu'on a révolutionné le monde. Sauf qu'en fait, au Mans, en 2003, on roulait d'ores et déjà au bioéthanol avec de l'essence de betterave, qui sentait très mauvais d'ailleurs. Mais donc, on a commencé d'ores et déjà en 2003. Et la course n'a pas été si simple avec Brian Herta, le père de celui qui est maintenant en IndyCar, donc Herta, quoi. Et Robbie Sterling, qui était un Anglais, voilà. Et on a fait la première année. Malheureusement, on a abandonné au petit matin, le moteur a cassé. Mais oui, c'était une sacrée expérience. C'était un truc un peu, enfin, c'était un programme un peu amateur, on va dire, un peu, c'est un peu ça. Disons que on ne peut pas comparer Le Mans aujourd'hui et Le Mans il y a 25 ans. Le Mans, il y a 25 ans, tu avais 60% d'amateurs. Ouais. Je pense que si on parle de 50 ans, il faut demander aux anciens, ils te diraient qu'il y avait 95% d'amateurs. Mais nous, il y avait encore énormément d'amateurs. Donc, vous savez, Le Mans, et je pense de toutes les catégories, celle qui a le plus évolué en termes de préparation, des années 2000, on va dire 2 à 2010. Après, depuis 2010, ça monte petit à petit, en termes de participants, de marques, etc. Mais depuis 2010, il n'y a rien qui a été révolutionnaire. Les structures sont les mêmes, etc. Qu'on était avec Audi en 2010, c'était déjà énorme. Mais de 2002 à 2010, Le Mans a pris une montée incroyable. Après, ça passe à Pescarolo, qui doit rester aussi quand même s'il n'y a pas la victoire au bout, qui doit rester quand même un bon souvenir. Parce que le gars que tu venais voir quand tu étais plus jeune, finalement, tu roules pour lui. Bah oui, ça c'était super. Je dirais que les années Pescarolo, c'était à la limite, tu passais vraiment dans le professionnel, tu passais vraiment avec une équipe encore à taille humaine qui essayait de se battre contre les autres. Aujourd'hui, c'est pas médisant de dire ça, mais un Pescarolo de l'époque, c'est une équipe un peu type LMP2 en fait, et parce que tout le reste est devenu vraiment un constructeur. Mais c'était vraiment avec des gens super passionnés, chevillés au corps, on y va tous, voilà, c'était. Et il y avait la possibilité de gagner quand même. Il y avait la possibilité de gagner parce que ces années-là, c'était les années Audi, la Razia d'Audi, mais la Razia, parce qu'ils étaient contre Pescarolo seulement, on pourrait dire aussi, il ne faut pas quand même l'oublier. Après est arrivé Peugeot, etc. Donc ça a été notre niveau à ce moment-là. Je pense que l'arrivée, nous aux États-Unis avec le RS Spider, où on arrivait à battre ces Audi, où tout le monde ne comprenait pas que c'était possible, mais en fait, on gagnait grâce à l'organisation Penske. Et l'arrivée de Peugeot avec une voiture très rapide a fait que d'un coup l'endurance a passé un cap en termes de préparation et performance. C'est là où il y a réellement eu le changement. Depuis 2010, moi, en termes de stratégie, en termes de moyens, oui, c'est plus gros, il y a plus de constructeurs. Mais on est quand même sur un plateau légèrement montant. Il y a un petit regret de ne pas avoir roulé avec Penske et le RS Spider au Mans ? Oui, mais à l'époque, c'était réellement pas un truc qui était... le seul programme officiel, il était aux États-Unis. Et ils n'ont jamais, à l'époque, bon, attention, on parle de Porsche ces années-là, là, 2008, 2009, 2010. C'est un peu comme Porsche actuellement. C'était les années où on était financièrement au creux de la vague. Je pense que toutes les ressources étaient vraiment posées sur les États-Unis et rien d'autre, quoi. Il n'y a pas eu à un moment des discussions pour que Penske vienne au moins avec le RS Spider ? Non, même pas, ça n'a pas été dans les cartons ? De mémoire, j'imagine que bien lui, puisque ça, il a toujours dit que c'était la course qu'il voulait gagner, absolument, voilà. Mais bon, non, je ne me rappelle pas que Porsche, en tout cas, avait poussé pour ça, parce qu'encore une fois, comme je dis, c'était quand même pas des années financièrement simples. Bon, après, tu passes chez Audi, et là, ça gagne.
Oui, alors je passe chez Audi et ça gagne. Alors 2008, en fait, à l'époque, donc, oui, c'était 2008. Peugeot me fait une proposition pour rouler au Mans et en fait Porsche a refusé, ce qu'ils n'ont jamais fait, ils n'ont jamais rien refusé pour moi et là ils refusent à cause du problème, vous vous rappelez, du chiffre 900, 0. 908. Donc je pense que c'est la seule fois où ils ont refusé quelque chose. Tu penses que c'est pour ça qu'ils ont refusé? Ah oui, c'est pour ça qu'ils ont refusé. Ouais, c'était sûr, ouais. Okay. C'est la seule fois où ils m'ont dit ah non, avec Peugeot ça ne marchera jamais. Et donc du coup, et cette année-là, la 3e voiture de chez Peugeot a gagné. Donc je me suis dit, bah là, sur le coup, j'ai vraiment loupé le coche. Ouais. C'était la 2e année avec Harry. En plus, nous, on a cassé le moteur cette année-là. Et en 2009, on arrive chez Audi avec Timo, prêté par Porsche chez Audi, parce que le groupe Volkswagen merge, se rallie entre Audi et Porsche, quoi. Les ennemis, les cousins ennemis, parce que là, c'était vraiment des ennemis, quoi. Là, c'était vraiment des ennemis, se mettent ensemble. Donc, du coup, nous, on en a profité. Et on a eu la chance, comme ça, d'atterrir chez Audi. Et 2010 doit forcément rester un bon souvenir? Oui, c'était fou parce que 2010, en plus avec Mike Rockenfeller, Timo et moi, en fait, on était les 3 de chez Porsche. Alors, Mike Rockenfeller, lui, était déjà parti chez Audi. Mais nous, du coup, on était les 3 jeunes, un peu la dernière... on ne va pas dire la dernière voiture, parce que ce n'était pas le cas, mais... la 4e voiture, un peu des jeunes, et puis en fait, cette année-là, en 2010, tout s'est bien aligné et on a gagné. Et ça se fait comment, les 24 heures du Mans? Alors pour moi, j'imagine ce que vous voulez. Moi, en fait, quand j'ai gagné cette course, ça a été vraiment bizarre, parce que j'ai gagné ça. Déjà, Le Mans, comparé à 2016, parce que j'imagine que vous allez en parler, quand ça se fait dans le dernier tour, tu as la pression qui monte, mais tu vois que tu ne vas pas gagner, à la limite. Ou peut-être tu ne vas pas gagner. En 2010, on a mené, je pense, à partir du milieu de la nuit, quoi, je ne me rappelle plus, et dormir avec Van der Stick qui crie chaque minute dans son micro toute la nuit, autant vous dire que vous ne dormez pas, quoi. Donc quand vous êtes en tête du Mans pour la première fois et que Bruno crie et recrie à chaque fois qu'il n'y a rien, bon moment, vous n'en pouvez plus, quoi. Et donc la course fut vraiment longue. On gagne cette course, c'est magnifique, on en termine. Et là, vous venez de gagner Le Mans, et tout ce qui va avec, le podium, les empreintes, tout ça, tout va super. Et le temps que vous revenez à votre stand, on va dire, il y a 1 heure de temps qui s'est passé. Avec quoi. Toutes les obligations. Toutes les obligations. Et je me rappelle très bien, on revient devant par les loges, c'est-à-dire par l'étage numéro 1, au-dessus des stands. Et là, on avait un accès direct chez Audi. Et quand on arrive là, je rentre donc là où il y a les camions derrière Audi, c'était déjà bâché. Et là, les Allemands étaient tous avec leur bière en train de chanter des musiques allemandes, la musique à tue-tête. Sauf qu'à l'époque, comme vous vous rappelez, il y avait beaucoup de monde, quoi. Il y a 150 personnes derrière, avec 4 voitures, et tout le monde chantait des chansons allemandes. Et moi, là, j'arrive là, je me dis, ça va être long, là. Et donc, je vais me changer, et puis au moment où je vais me changer, forcément, vous venez de gagner Le Mans, tout le monde vous attend, tout le monde vous demande quelque chose, un autographe, une photo, etc. Vous êtes super content, mais... Le temps que j'aille de la tente Audi à mon Algeco, il se passe bien encore demi-heure, quoi. Au bout d'un moment, je dis, mais là, ça va vraiment être long. Et puis, je fais mon sac. Puis, on doit tous aller au catering de Audi, quoi, pour célébrer ça. Et puis, je rentre là-dedans. Et puis, de nouveau, la musique à tue-tête, les chansons allemandes. Parce que c'est vrai qu'Audi, c'était quand même bien allemand, quoi. Ouais. Et là, j'écoute les musiques demi-heure, 3/4 d'heure, et puis mes équipiers, Mike, Timo, tout ça, allemands, avec leur bière, qui chantent. Et puis toi, t'es à côté, t'es comme un con, quoi, parce que tu connais pas une chanson, moi je bois pas. Puis là, d'un coup, j'ai dit à ma femme, tu sais quoi, il y avait une petite porte un peu derrière, à l'époque, on n'était pas mariés. Je lui ai dit, tu sais quoi, là-bas, on va passer par là. On dirait la personne. Ça va vite être fait. Et puis en fait, à 19h, on était partis du circuit. On est sortis. À l'époque, avec Audi, on dormait à la gare au Mans, un hôtel qui s'appelait le Concorde. Et on est allé à l'hôtel là-bas, sans rien dire à personne. Et en bas du Concorde, il y avait un restaurant chinois. Et en fait, à 20h, on était au restaurant chinois avec des gens qui étaient là à la course, qui me voyaient assis là. Ils disaient, mais ce type est complètement fou, qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas lui, quoi. Et en fait, nous, on a fêté les 24 heures du Mans à 2 au restaurant chinois. Et on est même allé, je me rappelle comme c'était hier, se coucher, il faisait encore jour. Bon, au Mans, il fait nuit tard, à 22h15. Mais on est allé se coucher, il faisait encore jour. Et en fait, c'est le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai descendu à la gare, que je connaissais bien vu que j'avais habité Le Mans. Et puis là, je me suis aperçu sur les totems que j'avais gagné Le Mans, quoi. En fait, le soir même, j'étais tellement dans mon truc, etc. Mais je ne m'en suis pas aperçu. Et du coup, j'avais acheté, à l'époque, la presse marchait bien, la presse locale et française, quoi.
Et en rentrant, j'ai lu toute cette presse. Je me dis, mais j'ai gagné quoi en fait. Quoi. C'est bien moi qui ai gagné, c'est pas quelqu'un d'autre. Et j'ai regretté de ne pas avoir fêté. Et heureusement que j'ai regagné une fois avec Porsche en 2016, où là, j'ai fêté dignement, dignement, voilà. Tu as appris les chansons allemandes. Non, mais c'était déjà... c'est différent. Voilà, oui, c'était différent. 2016, Porsche, c'était beaucoup plus un mix de culture quand même, d'ores et déjà, avec ses bons côtés comme ses mauvais côtés. Mais l'équipe Porsche de 2016, c'était plus l'esprit famille, comme il y avait chez Audi avec Dr. Ulrich ou Porsche avant. C'était beaucoup plus des gens qui venaient de partout, de la F1, du machin, donc c'était beaucoup plus européen, quoi. Sachant qu'en plus en 2016, ça fait 10 ans, la victoire, comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu, on ne sait pas quoi faire, quoi. Parce que c'est un peu inopiné, ouais, clairement. Inattendu. C'était complètement inattendu. Après, on se bat pendant 23 heures, je crois, à la 23e heure, il y a 6 secondes d'écart, quoi. Enfin, rien, on se tient tout le long, et on revient, et on repart, et on revient, on repart. Et en fait, Neil part pour les 2 derniers relais, et il crève. Donc à ce moment-là, il te reste 1h15 ou 1h20 à faire, parce que les relais devaient faire 40 minutes. Et puis là, donc c'est terminé, quoi. La course, tu sais que tu as perdu, mais tu t'es arrêté une fois de plus. Ouais. Donc c'était cuit, quoi. Mais il ne faut pas oublier que Le Mans, et c'est pareil aujourd'hui pour ceux qui font le WEC, ça fait partie du championnat du monde, donc forcément tu veux gagner Le Mans, parce que c'est la course à gagner, c'est la plus belle course, etc. Mais Le Mans, tu as plus de points pour le championnat, etc. Donc nous, on était en tête du championnat, on se dit, on va faire 2e. Finalement, c'est pas si mal. Voilà, on va marquer des points. On va pas gagner Le Mans, mais on va jouer notre carte championnat, quoi. Et puis en fait, après, il se passe ce qui se passe dans le dernier tour. Ouais. Et ça, le sentiment doit forcément être un peu différent. Il doit falloir aussi un peu de temps pour réaliser, parce que tu n'es pas préparé finalement à gagner. Et tu t'attends pas. Non, en fait, si vous voulez, sur le coup, et ce qui est vrai, c'est qu'avec Marc Libre, on explose de joie. Parce que je pense que déjà, tu avais quand même 3 personnes dans cette équipe à l'époque, Timo, Marc et moi-même, qui étions les vieux de ce truc-là, un peu au milieu de cette troupe de gens un petit peu parachutés à ce moment-là chez Porsche, qui sont arrivés, comme j'ai dit, de divers mondes. Nous, on était là, tous les deux, c'est ce qu'on voulait gagner. Quand j'avais gagné avec Audi, le premier truc que j'avais vu, ou le premier gars que j'avais croisé, c'était mon patron chez Porsche. J'avais dit, j'espère qu'un jour, ça se passera avec vous, parce qu'il nous avait laissé courir chez Audi, etc. Et là, donc, ça se passe. Donc, oui, on explose de joie. Et puis après, au bout d'un moment, c'était dingue, parce qu'on se rappelait tous de cette Toyota, pas celle qui s'arrête devant les stands, parce qu'elle s'arrête, on a compris qu'elle est en panne d'un truc. Mais elle est filmée, elle ralentit, on voit ces Japonais qui ne bougent pas, qui sont placides, qui en fait, ils n'ont même plus la radio sur les oreilles, et la plupart d'eux, ils ont posé déjà la radio pour fêter la victoire. Donc en fait, ils ne s'aperçoivent même pas qu'il y a un problème. Donc nous, on se dit, mais non, vu qu'ils ne s'énervent pas, ils moi, au fond de moi, je vois cette voiture qui ralentit. Je dis même à l'époque à Marc Libre, ils sont en train d'attendre la deuxième Toyota, faire la photo finish, les deux à côté, quoi. Et au bout d'un moment, je dis, mais ils ne se rendent pas compte qu'on est entre les deux, on va passer. Et là, je me dis, mais ils sont cons, quoi, ils n'ont rien compris. Et eux, on les regarde, ils ne bougent pas, le dernier virage Toyota, l'hospitalité, les gens dansent, en face, tu as chez Porsche, tout le monde fait la gueule, sauf que nous, on voit cette vitesse qui diminue, et puis après, même quand la voiture s'arrête, tu t'aperçois que c'est là où il y a un petit peu de confusion chez eux, mais je pense que 70% des gars, ils avaient tellement déjà posé la radio qu'ils n'étaient même pas au courant chez eux de ce qui se passait, quoi. Donc voilà, et donc on explose de joie. Et après, c'est vrai qu'on arrive sur le podium, on se dit, purée, les pauvres, quoi. Et à l'époque, je me rappelle Loïc Duval, il me dit, non, mais enfin, vous avez gagné, quoi, profitez-en, tu vois. Et c'est vrai qu'avec Marc, à ce moment-là, on se dit, bah oui, quand même, au final, ce qu'il nous dit, il n'a pas tout à fait tort. On était quand même là. Il fallait que le deuxième, à un moment donné, soit là pour l'emporter, quand même, quoi. Ouais. Donc voilà. Et après, de gagner en GTE Pro, est-ce que par contre, c'est un sentiment un peu, évidemment, forcément différent? Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, Le Mans est dur et injuste quelque part, parce que ça a toujours été et ça le restera toujours. On te dit toujours, oui, la catégorie reine, le vainqueur général, c'est comme toute course, on est d'accord. Mais gagner en GTE Pro, ou même en LMP2, à la limite, c'est tellement dur. Je veux dire, à l'époque, en GTE Pro, pareil, ça s'était décidé la dernière heure contre Aston Martin, il s'est mis à pleuvoir, enfin, on s'était tenu tout le long. C'est des catégories, de toute manière, aujourd'hui, où tu as tellement de constructeurs, de bons pilotes, de techniques engagées, d'ingénieurs qui t'analysent tout ce que tu fais, qu'à la fin, tout est tellement serré. Il n'y a aucune catégorie aujourd'hui qui est facile à remporter. Donc, je dirais qu'il
Il y a beaucoup de fois où Audi a gagné avec 2, 3, 5 tours d'avance, ou voire plus, ou nous, devant Glickenhaus, Toyota, il y a quelques temps, ben eux, ils étaient le coude à la portière, alors qu'un GTE Pro, les mecs, pendant 24 heures, tu en avais 7 qui roulaient, ou avec à l'époque du GTE, où tu avais 10 voitures qui roulaient à bloc, alors que Toyota, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nous mettaient un tour, nous, avec Glickenhaus, et puis après, il fallait quand même être là, puisqu'il y avait d'autres constructeurs qui sont arrivés au même moment de Glickenhaus, qui étaient quand même derrière nous. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a aucune catégorie qui est facile. Après, ça passe avec Rébellion. Là, c'est un projet aussi quand même, un bon projet. Enfin, après, tu les as connus au Dakar, mais ce passage après chez Rébellion, c'est aussi un sentiment différent. Tu es toujours dans la catégorie N, mais là, tu n'es pas avec un constructeur d'envergure. Oui, après, je pense qu'au Mans, en tout cas pour moi, il y a réellement deux choses. Forcément que tout le monde veut gagner, on est tous des compétiteurs. Maintenant, quand tu as la chance de gagner une fois, c'est déjà incroyable. Quand tu as la chance de gagner 2 fois, c'est encore mieux. Mais déjà, de gagner une fois, c'est incroyable. Et pour moi, en tout cas, personnellement, je dirais que prendre un risque, Rébellion n'était pas du tout un risque, parce qu'il n'y avait que Toyota. Donc, de toute manière, moi, je ne serais allé jamais chez Toyota. Mais tu pouvais gagner avec Rébellion. Mais on avait quand même une mini-chance. Au petit matin, à un moment donné, je passe à Toyota, on se retrouve deuxième. On était quand même... C'était pas si simple. C'était pas si simple pour eux, même si la force d'un constructeur, on est tous d'accord, mais ça reste une belle année, quoi. C'est un peu Pescarolo 10 ans après. C'était Pescarolo 10 ans après, ouais. C'est un peu ça. Ouais, c'était ça, ouais. Et Glickenhaus. Glickenhaus, ça a été... c'est le truc, en tout cas, que tu peux faire, je pense, pour moi, une fois justement où tu as gagné, où tu n'as plus rien à perdre, en fait. Tu peux te dire, OK, tous mes équipiers, ils sont déjà tous arrêtés, ils sont déjà devant la télé, ils ont pris 5 kilos, ils sont plus motivés. Toi, tu as envie encore de conduire. Et Glickenhaus, en fait, ça a été une aventure superbe. Je veux dire, le mec est arrivé là, personne ne savait dans le monde entier qui était Glickenhaus. Et puis, 3 ans après, il a fait quand même le Mans avec 2 voitures, elles ont toujours terminé. Elles étaient très belles, elles étaient très fiables, elles ne causaient pas de drapeau rouge, elles étaient performantes, alors certes, grâce à la BOP, mais la BOP, aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est. C'était le début de la BOP. Mais pour un mec comme lui, ou pour Glickenhaus, elle était la bienvenue, cette BOP, à la fin du compte. Et puis, le meilleur gagnait toujours, on dirait Toyota gagnait toujours, mais en tout cas, Glickenhaus, ça faisait que tu avais toujours ces 2 voitures au drapeau à damier. Et encore une fois, beaucoup de constructeurs qui arrivent se moquer de lui, mais comme je dis toujours, le dimanche soir, souvent, quand on regarde et qu'on fait le bilan, il y en a beaucoup des constructeurs qui n'ont pas les 2 voitures à l'arrivée. Donc, Glickenhaus, avec son chapeau, qui payait de son argent, finalement, il arrivait à finir avec 2 voitures. Et je peux vous dire aujourd'hui, quand on est ici, quand c'est toi qui finances ou quand c'est l'argent des autres, c'est pas tout à fait pareil. Donc, je pense que le mec, il faut y donner un énorme crédit. Ça manque un peu des gens comme lui, en plus. Et je pense que pour le Mans, d'avoir des caractères, c'est très important. Parce que c'est sympa, parce que des petits poussés, à notre image, qui ont la chance pour la première fois d'y participer, puisque cette année, il n'y a que 2 participants nouveaux, il y a Genesis et Dumas. Je veux dire, c'est pas tout à fait la même. Mais en tout cas, je pense que les gens, ils apprécient qu'il y ait aussi des nouveaux et encore des gens un peu à taille un peu plus humaine, hein, attention, même si pilote, on peut faire constructeur. Ouais. Et avant de parler de ton équipe, tu as aussi fait le Mans 2 fois en P2. Ça aussi, qu'est-ce que tu en retires? Une fois avec Duquesne, une fois avec Alpine. Oui. Franchement, à la fin du compte, quand tu es au Mans, au volant, tu as une chance énorme. Il faut arrêter de, tu vois, je veux dire, la pire des voitures, ou entre guillemets, tu vas me dire quelle a été ta pire à conduire. Je vais te dire, mais pourtant, c'était la R15, quoi, tu vois, l'Audi, quoi, ou la R15 Plus même. Qui est quand même une voiture constructeur. C'était nul à conduire. Et pourtant, on a le record distance, donc tu vois, on peut pas dire. Mais et à la fin, tu es au Mans, quoi. Donc tu peux pas te plaindre, quoi. C'est pas possible. Et donc maintenant, c'est RD Limited, première fois. C'est quand même une belle fierté aussi de voir ton team au départ des 24 heures du Mans. Ça, c'est quelque chose qui te trottait dans la tête depuis pas mal d'années. Bon, moi, en fait, à la fin du compte, la vérité, c'est, j'ai toujours dit, je sais ce qu'il faut en endurance pour être performant, quand tu l'as fait autant d'années. Et puis, je pense que ma case de ne pas être que pilote depuis longtemps fait que, si vous voulez, moi, quand j'arrive dans un stand, je regarde l'équipement, je regarde les ingénieurs, je vois comment ils réfléchissent.
d'avoir plein de catégories me permet d'arriver à rapidement s'imaginer dans quel contexte on va être. Si on prend l'exemple de Glickenhaus, au début, je leur dis, mais moi, je ne conduirai jamais pour vous, mais je veux bien vous aider à bâtir le truc. Et en fait, ils m'ont écouté à 100%. Et puis, du coup, on a fait un super truc avec les moyens qu'on avait, par exemple. Donc, l'équipe, ça a été un peu pareil. Moi, j'ai toujours dit à l'endurance, on n'aura jamais les moyens pour bien faire. C'est tellement haut, c'est tellement dur, etc. Puis, en fait, quand Rebellion s'est arrêté au projet Dakar, et malheureusement, c'est arrêté, je me suis dit, il faut que je trouve comment occuper mes gars, en fait. Ou du moins, un truc sympa pour mes gars. Et donc, on a commencé l'Asie, on s'est bien préparé avec Brice. Et puis, en fait, dès la première course, on a gagné. Ça gagne. Donc voilà. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais entre l'Asie, je peux vous assurer, et d'un coup, arriver au Mans, c'est pas une marche qu'il y a. C'est un monde pas d'écart. un escalier, c'est pas une échelle, je pense, c'est un échafaudage. Ouais. donc voilà. Pourquoi ? Parce que clairement, Le Mans, tu n'y viens qu'une fois dans l'année. En LMP2, c'est les mêmes voitures depuis des années et c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc, si vous voulez, il faut réglage d'année en année, ils progressent. Donc, chaque année, tu améliores un petit truc, tu analyses ce que tu as fait, tu améliores l'année d'après. Nous, là, on arrive, on est quand même au départ, mais à la fin du compte, la chance d'être au départ finalement. Et c'est pas un peu plus compliqué pour une équipe qui ne fait pas le LMS ? Tu vois, toi, tu as fait l'Asian quand même, mais il y a moins d'expérience forcément et tout. Est-ce que ça, c'est un peu un handicap ? Mais oui, mais c'est un handicap. Mais dans tous les cas, on est dans la plus mauvaise situation, entre guillemets. Mais de notre côté, comment on peut imaginer se plaindre en étant ici ? On ne peut pas se plaindre. C'est une chance d'être ici. J'ose dire, ou je dis souvent, ça a été un cadeau. Alors là, on dira, on t'a offert quelque chose. Non. Je pense qu'on mérite ce cadeau. Vous êtes allé chercher. Voilà, où on a la cerise sur le gâteau. Mais en tout cas, merci d'être là, parce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour être là, mais il fallait qu'on soit là. Parce que quand vous faites 2 fois l'Asie et que malheureusement, vous ne pouvez pas faire le LMS pour diverses raisons, au bout d'un moment, c'est le Mans, votre rêve. Quoi. C'est le Mans, le rêve de l'équipe, c'est le rêve des mécanos et des pilotes aussi, parce qu'il ne faut pas imaginer. Mais on sait bien que le LMP2 vit tout ça avec un format, avec partenaires, avec pilotes payants, etc. Donc, tu te dois d'être au Mans à un moment donné, sinon tu meurs. Quoi. Et pour terminer, tu as un regret au Mans, aux 24 heures du Mans ? Tu as un regret, un truc où tu dis merde, là, j'ai raté quelque chose, ou j'aurais pas dû faire ce choix-là, j'aurais dû faire ce choix-là ? Tu as un regret quelconque ou non ? Pas de regret ? Non, pas du tout. Mais vraiment pas. Mais même dans ma carrière, franchement, souvent, les gens me disent est-ce que tu vois, tu as un regret ou toi ? Mais rien, quoi. Alors, en réfléchissant, je peux dire un tel ou un tel, et j'en ai pas beaucoup, étaient vraiment des abrutis, mais j'en ai vraiment pas beaucoup même. Ouais, c'est dingue, alors que j'ai vu quelques personnes, quoi. Mais je dirais les abrutis, je vais en compter sur les doigts de la main, quoi. Ou des équipes abruties, quoi. Mais non, Le Mans ou quoi, non, il n'y a aucun regret. Il y a toujours la même passion de piloter, que ce soit à Pikes Peak, que ce soit ici, que ce soit en rallye, que ce soit partout. Ouais, toujours, ça change pas. Ça change pas. Après, il faut clairement voir les choses, c'est que là, encore plus à ce niveau-là, où maintenant, toute catégorie, comme on a déjà dit, où tu fais le WEC, où tu fais le LMP2 avec le LMS, tout le monde est affûté comme une lame aiguisée à mort. Donc c'est sûr que quand tu n'en as pas fait depuis 2 ans, je sais que ça va comme on me dit, me manier un petit peu. Quoi. Toi, tu as le décalage horaire en plus, que tu arrives de Pikes Peak, qui retourne. Mais bon, c'est presque une chance cette année qu'on soit en Pro-Am. Parce que franchement, du coup, on a moins de stress. Et moins de stress de résultats. Juste, moi, je rêve qu'on fasse une course propre, qu'on ne fasse pas d'erreur, qu'on ne soit pas sous les feux de la rampe des bêtises. J'espère, ça peut arriver, touchant du bois. Et puis, déjà, ça sera parfait pour ce qu'on nous a permis de faire, c'est-à-dire être ici. Et je pense que déjà, on a essayé de présenter qu'on soit bien, tout le monde est content. Tout le monde est content de nous voir aussi, c'est ça l'essentiel, quoi. Je veux dire, cette année, on ne peut pas nous demander la Lune, on ne nous demande pas la Lune, et je ne leur demande pas la Lune, juste faisons une course tranquille, voilà. Je veux dire, ça ne tient à rien, hein. On perd une roue, maintenant on va appeler à la passerelle. La passerelle, alors, attention, la passerelle Goodyear, mais qui s'appelle Chicane Dunlop toujours. Voilà, et donc, et là, à ce moment-là, ta course est ruinée, donc ça peut arriver. Mais il ne faut pas que ça arrive, on va croiser le dos. Ouais, et puis on fait du sport auto, donc tout peut arriver. Et en plus, donc 23 participations et tu n'as que 5 abandons, ce qui est quand même pas beaucoup. Hein. J'ai eu la chance au Mans, effectivement. Je n'ai pas souvent abandonné parce que j'ai eu des très bons équipiers.
J'ai eu des bonnes voitures. des bonnes voitures, des bonnes équipes. Donc voilà, je pense que c'est une chance de pas abandonner au Mans et de prendre du plaisir jusqu'à la fin. Bon, ben en espérant que dimanche à 16h, l'Oreca 07 numéro 48 soit à l'arrivée. C'est ça. Merci Romain, merci à vous et à bientôt.